Et ouais, allez, on traverse la frontière ce matin pour aller chez nos voisins du Brésil en pleine campagne électorale pour les élections municipales. Le premier tour aura lieu dans 3 jours, ce dimanche, pour élire les maires et les conseillers municipaux de plus de 5500 communes. Un vote évidemment local, mais qui s'inscrit malgré tout dans une dynamique, un contexte national marqué par une polarisation de la vie politique brésilienne entre d'un côté les anti-bolsonaristes et de l'autre ceux qui s'opposent au parti des travailleurs de Lula. Alors qu'est-ce que ces élections représentent et que disent-elles de la situation actuelle du Brésil? Pour en parler, Hervé Théry, notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Hervé Théry. Vous êtes géographe, directeur de recherche au CNRS, professeur également à l'Université de Sao Paulo. Bienvenue à vous sur Radio Pays pour nous aider à comprendre un petit peu les enjeux, on va dire, de cette élection. C'est déjà difficile d'analyser un scrutin national au Brésil, vu la taille du pays, mais alors ces élections locales comme celle de dimanche est encore plus compliqué. Je lisais ça, on est à quasiment un demi-million de candidats, plus de 450 000 au total. Pour qu'on se rende compte politiquement, elles représentent quoi ces élections municipales au Brésil, Hervé Théry? C'est d'une part la gestion des 5569 communes. C'est à remarquer que le Brésil fait 15 fois la France hexagonale et qu'il a un peu moins de 6 000 à 35 000, donc elles sont très 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 grandes, et il y en a qui sont plus grandes que des pays européens. Donc ça, il va bien falloir gérer tout ça et lire des maires, des préfets, préfets tous, et leurs adjoints, et des conseils municipaux qui ont beaucoup de pouvoir. C'est très important. Est-ce qu'on a perdu la connexion? Non, c'est bon. Allez-y, je vous écoute, pardon. Non. C'est très important en soi, mais aussi c'est la seule élection intermédiaire, puisque tous les 4 ans, on élit tout le monde, c'est-à-dire le président, le Sénat, la Chambre des députés, les gouverneurs, etc. Et à mi-course, au bout de 2 ans, on élit les élections municipales. Donc c'est le seul moment où on peut savoir un peu la tendance de comment va le pays. Et comme vous le soulignez au début, vous avez fait une introduction tellement bien que j'ai failli raccrocher en disant « il a déjà tout dit ». Non, c'est peut-être pas tout à fait le cas, j'espère. Mais ça permet effectivement de voir un peu, de prendre la température du pays en vraie grandeur. Oui, on peut voir ces élections finalement comme une espèce de phase préparatoire pour la prochaine présidentielle de 2026. D'une certaine façon, oui. Il peut se passer pas mal de choses en 2 ans, mais ça fait un peu l'équivalent des midterms aux États-Unis. Ça permet de voir un peu comment les choses ont évolué depuis 2 ans et espérer comprendre comment elles le seront dans 2 ans. Je lisais que les élections municipales, elles avaient été importantes dans l'histoire politique brésilienne par rapport notamment, je le disais en introduction, à la taille immense du Brésil. Voilà, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments à ce niveau-là sur ce qu'ont représenté historiquement ces élections municipales? Elles ont permis, en particulier, quand ça a été réautorisé après les périodes de dictature de 64 à 85, ça a permis de commencer à la démocratisation. Et c'est aussi comme ça que le Parti des travailleurs a commencé, en gagnant d'abord quelques villes, dont Santo André, puis d'autres. Ça lui a permis de se remettre dans le jeu démocratique et progressivement d'amener Lula au pouvoir en 2003. On a aussi vu apparaître des tendances nouvelles, des candidats pré-bolsonaristes bien avant, donc là aussi ça donne des indications. Et puis il faut rappeler quand même que ça permet, le maire de São Paulo par exemple, gère une ville de 12 millions d'habitants, donc c'est quand même quelque chose de très gros, bon après les grosses villes aussi, et donc ça peut servir de tremplin. Il y a de nombreux cas historiques de gens qui ont été maires principalement de São Paulo, mais pas uniquement, puis gouverneur de l'État de São Paulo, puis président de la République. Ça sert souvent de tremplin vers des plus hautes fonctions. Ouais, on reviendra sur le cas de Sao Paulo dans quelques minutes, qui est une des villes où le scrutin va être analysé le plus fort médiatiquement parlant, on va dire. Un mot sur l'organisation d'abord de ces élections. Le premier tour, je le disais, donc c'est dimanche, mais les Brésiliens, ils peuvent déjà voter en ligne, c'est bien ça? Oui, ça fait bien longtemps. Là, de ce point de vue-là, le Brésil est bien plus avancé que la France. Ça fait plus de 30 ans que le vote est électronique. Le résultat, c'est que tout est centralisé sur les ordinateurs du tribunal supérieur électoral et on a les résultats le soir même. Alors pour les municipalités, pour les municipales, ce sera peut-être plus compliqué, mais tout ça marche très bien. Et il faut souligner l'énorme effort logistique que c'est, parce qu'il faut aller porter des urnes partout, y compris dans les bleds les plus perdus d'Amazonie, où il faut des jours de pirogue pour y arriver.
tout ça est relié par téléphone satellite et donc il y a une performance logistique qui est à souligner. Et donc on va avoir assez vite les résultats des 155 millions d'électeurs et électrices. Ça fait quand même un paquet de gens. Vu qu'on parle de vote électronique, j'aimerais qu'on dise aussi un mot sur tout ce qui se passe en ligne. Hervé Théry, évidemment, il y a la campagne sur le terrain, mais Internet et les réseaux sociaux, ils jouent un rôle qui est de plus en plus important. On l'a bien vu le mois dernier avec le blocage d'X, donc anciennement Twitter, accusé d'être, je cite, un incubateur de fake news et un refuge pour les milices numériques d'extrême droite. L'impact réel de la campagne numérique, est-ce qu'on arrive à le connaître, à le mesurer pour une élection locales comme ces élections municipales? Alors, j'ai pas de données précises là-dessus, mais ayant passé 15 ans au Brésil, je peux dire qu'effectivement, j'ai vu la montée de ça. Beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes, n'ont comme seule source d'information que les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais lu beaucoup le journal, ils regardent plus la télé, et donc c'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux qui leur sert d'information. Et avec le risque qu'ils lisent que les réseaux qui les intéressent et qui s'enferment un peu dans une bulle. Je crois qu'une des explications du bolsonarisme, c'est ça. Des gens qui ne lisent que des sites qui parlent déjà dans le sens de leurs convictions. Et donc, c'était une des raisons du succès. Et de ce point de vue-là, le Parti des travailleurs a moins de succès. Mais du coup, est-ce qu'il y a, une exception brésilienne, j'ai envie de dire, ou bien finalement, ce qu'on constate en ligne au Brésil, on le constate aussi dans de nombreux autres pays du monde? Non, c'est un peu comme ailleurs, mais avec quand même une particularité brésilienne, c'est que quand quelque chose paraît moderne et nouveau, tout le monde y adhère. Il n'y a pas du tout les réticences qu'on peut avoir dans des vieux pays comme le nôtre, en disant on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Là, il y a quand l'opinion se retourne, elle se retourne massivement. Donc je crois qu'il y a plus de téléphones portables que d'habitants au Brésil maintenant. Le poids de la corruption dans ces élections, Hervé Théry, si on prend l'exemple d'Oiapoque, donc juste à côté de la Guyane, il y a déjà 2 cas connus de corruption. Le maire sortant a été arrêté samedi dernier avec de l'argent sur lui. Il est soupçonné d'avoir utilisé cet argent pour la campagne. Et puis ce lundi, donc il y a quelques jours, la police fédérale a aussi trouvé de l'argent qui venait de factions criminelles sur des candidats au poste de conseillers municipaux. À l'échelle de tout le pays, qu'est-ce qu'on peut dire du poids de la corruption? J'ai pas de chiffres là-dessus, comme vous pouvez l'imaginer, mais enfin, c'est manifestement un phénomène très, très enraciné et très ancien. On cite toujours le cas dans des petits bleds du Sertan où le colonel local, le boss local, donnait des chaussures aux électeurs, mais la première chaussure avant l'élection et la deuxième sur présentation du bulletin de l'adversaire après coup. Donc ça, c'est quelque chose de très enraciné. Et maintenant, ça prend encore plus d'ampleur, bien qu'il y ait un fonds électoral énorme, plusieurs milliards de reais, qui a été voté, que les députés se sont votés eux-mêmes, plus ou moins, pour éviter la corruption. Ça n'a pas cessé. Et il y a de gros enjeux pour conseillers municipaux, parce qu'il faut savoir que les conseillers municipaux au Brésil sont payés et très bien payés. Ils le sont d'autant plus que le maire a besoin d'eux, puisqu'il y a une séparation rigoureuse entre l'exécutif et le législatif, ce qu'on n'a pas dans le système français, où c'est le maire et ses adjoints font partie du conseil municipal. Là, c'est séparé. Et le pouvoir essentiel qu'ont les conseillers municipaux, c'est de voter le budget. Et donc, la façon qu'a le maire et son équipe de les amadouer, c'est de les payer très grassement. Donc, les gens se battent pour être conseillers municipaux, au besoin en mettant beaucoup d'argent, sachant que s'ils sont élus, ils récupéreront largement. À la fois par des salaires assez larges et de nouveau de la corruption pour donner les permis de construire ou autre. Pour revenir à l'organisation de ces élections, donc on l'a dit, premier tour dimanche, vote électronique, est-ce qu'il y aura un deuxième tour ensuite? Uniquement dans les villes de plus de 200 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, 103 villes, si je me rappelle bien, qui ont plus de 200 000 habitants. Il y en a une ou deux dont la population a décru, a diminué, donc elles ont été exclues. Il y a un cas. Il y en a quelques-unes qui ont augmenté, mais ça n'est que là qu'on peut avoir un deuxième tour, pas dans les autres. Donc 103 communes sur 5569. Oui, d'accord. Donc en fait, uniquement les communes qui comptent le plus d'électeurs au Brésil, finalement. Oui, mais ça fait une grosse partie de l'électorat, puisque les 103 premières, le Brésil étant urbanisé à 80%, et avec quelques grosses métropoles, ça fait beaucoup, beaucoup de monde.
J'ai l'impression qu'elle passe un peu sous les radars, ces élections municipales, Hervé Terry, notamment dans la presse internationale. Je regardais encore ce matin, il y a peu de choses finalement qui sortent, alors que pourtant c'est un des scrutins les plus importants cette année. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Entre Gaza, le Liban, l'Ukraine et les autres, et le Premier ministre, les débuts difficiles du Premier ministre français, je crois que ça accapare un peu l'attention. Le Brésil est tantôt en pleine lumière, on va peut-être en reparler bien avec la COP 30 à Belém l'an prochain, et dans les intervalles, on n'en parle plus du tout. C'est assez fréquent ce phénomène. Ouais, vous parliez des midterms américaines tout à l'heure. Là, pour le coup, on a l'habitude d'entendre parler finalement de ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays importants. C'est vrai que pour le Brésil, c'est en fait tous les 4 ans que tout le monde parle de l'affrontement entre les candidats à la présidentielle. Entre-temps, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose politiquement parlant. Oui, mais c'est un peu logique puisque ce qui arrive aux États-Unis aura des conséquences sur tout le monde, selon que Trump est élu ou pas. Ça peut peser sur la vie de la majeure partie des citoyens du monde, tandis que le Brésil vit sa vie un peu de son côté sans trop d'interférences. Bon, évidemment pour la Guyane, oui, puisque vous êtes juste à côté, mais pour le reste du monde, c'est un peu lointain et un peu folklorique, considéré comme. Les enjeux du coup pour les deux camps, je vais essayer de résumer un petit peu les choses, mais du coup les conservateurs et le Parti des travailleurs, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des bastions, des zones, des grandes villes à reconquérir pour les uns ou les autres, ou bien ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est de se maintenir un petit peu comme pour préserver une espèce de statu quo avant 2026 ? Il y a une première chose, c'est de confirmer ou de renverser l'élection précédente qui a fini à 49-51, donc c'était très juste. Et donc, on veut pouvoir dire, vous voyez, j'ai été vraiment légitimement élu, ou vous voyez, en fait, c'est un président mal élu. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a effectivement préparer la prochaine. Alors, de ce point de vue-là, d'après les recherches, les pesquises, les sondages d'opinion qu'on a en ce moment, il y a un petit avantage aux bolsonaristes. Il y aurait une majorité, il y a plus de grosses villes qui penchent de son côté que Lula. Donc, ça peut être pour Bolsonaro personnellement et les bolsonaristes une sorte de revanche et de contestation après coup de l'élection présidentielle. Alors, je vais pas vous demander de prédire les résultats, évidemment, mais vous êtes géographe. Est-ce que géographiquement, la carte du Brésil dit quelque chose de l'orientation politique des Brésiliens, si on se base notamment sur les dernières élections, entre les grandes villes du littoral et l'intérieur, le nord, toute la région amazonienne et le sud, est-ce que la division politique du Brésil, finalement, elle n'est pas d'abord et avant tout géographique, Hervé Terry ? Elle l'est, on peut compter 3 ou 5 Brésils, ça dépend comment on s'y prend, mais manifestement, il y a au moins le nord-est, l'Amazonie, le sud-est, le sud, et le centre-ouest, ça fait 5. Mais dans le cas des municipales, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des situations locales. Dans les villes, il y en a beaucoup dont je ne sais rien, mais pour les grandes, il y a vraiment des situations spécifiques. Il y a un certain nombre de cas où le maire est pratiquement assuré d'être élu, qu'il soit à droite ou à gauche. Il y a des endroits où c'est les deux partis dont on vient de parler, et il y a des triangulaires. Donc c'est beaucoup plus incertain. Grosso modo, le Nord-Est est quand même plutôt du côté du Parti des travailleurs qui soigne la population la plus pauvre. Le Sud et le Centre-Ouest, région du soja, etc., sont très fortement bolsonaristes. Et les régions centrales de Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, ça c'est plus divisé en fait quand Lula a gagné la dernière fois en emportant São Paulo, l'État de São Paulo, d'assez peu. Et quand on descend à l'échelle urbaine, c'est encore plus compliqué. Ouais, et puis il y a 200 municipalités aussi où un candidat unique est en lice à la mairie, donc en fait une seule voix suffira pour être élu. Peut-être pas au premier, quand c'est moins de 200 000, parce que autrement il faut la moitié plus 1. Mais bon, il y a bien des endroits où c'est le potentat local, le coronel, qui domine par sa grande propriété, par la corruption, par la menace, et donc personne ne penserait même à voter à quelqu'un d'autre. Dans les villes moyennes et les grandes villes, c'est beaucoup plus partagé. Une des grandes batailles à venir, ce sera à Sao Paulo. On a commencé à en dire quelques mots. Donc la capitale économique du Brésil, que la gauche espère reconquérir. Elle représente quoi, cette élection bien précise à Sao Paulo, Hervé Terry ?
C'est la plus grosse et la plus riche ville du pays. Et en plus, la situation est compliquée cette fois-ci puisque les candidats, ils sont bien sûr droite-gauche. Il y en a un qui a plutôt l'appui du gouverneur ex-ministre de Bolsonaro et de Bolsonaro lui-même, mais qui n'ose pas trop l'annoncer pour pas se brûler vis-à-vis du reste. En face, c'est pareil. C'est quelqu'un d'extrême gauche qui a l'appui du PT, du Parti des Travailleurs. Et puis il a surgi un troisième, un influenceur des réseaux sociaux, dont on a pensé un temps qu'il pourrait aller au second tour. Ça n'apparaît pas être le cas, Marçal. Et donc c'est une élection un peu triangulaire. Donc on sait pas on a vraiment beaucoup de mal à dire ce qui va se passer. Et donc c'est ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est la plus grosse ville, c'est souvent le tremplin vers d'autres fonctions. Donc ça, on va regarder ça de très très près. Dernière question sur les grandes tendances de fond, Hervé Terry, sur la polarisation de la vie politique brésilienne, la division géographique aussi du pays avec, on pourrait dire en fait 3 Brésils quand on regarde les résultats de la dernière présidentielle, les pro-Lula, les pro-Bolsonaro et tous les abstentionnistes aussi dont le nombre a augmenté alors que le vote, on le rappelle, il est obligatoire au Brésil. Sur ces tendances-là, est-ce qu'on est encore sur la même dynamique qu'il y a 2 ans, l'impression d'avoir un Brésil fracturé finalement? Oui, ce qui est assez nouveau, parce qu'en fait, on peut pratiquement dater de 2013 le début de la polarisation. Jusque-là, c'était un pays de relatif consensus, tandis que là, ça s'est vraiment durci. J'habitais au Brésil à ce moment-là, je leur ai dit bienvenue dans le club. La France vit depuis longtemps dans cette polarisation droite-gauche, encore que maintenant on a changé de situation aussi. Donc c'est assez dur. Et il y a effectivement des familles qui se sont divisées. Enfin, c'est beaucoup plus dur que ça n'a été il y a quelques années, mais avec une situation confuse. C'est effectivement le bloc central un peu indécis, parfois assez corrompu, qui va faire la décision. Il y a en gros 25-30% de bolsonaristes, 25-30% de PT et de partisans de Lula, et puis c'est le milieu qui va faire la différence. Et sur l'abstention, du coup, je le disais, ce nombre qui augmente et qui a beaucoup augmenté, notamment lors des 2 dernières élections présidentielles, c'est quoi votre regard et votre analyse finalement sur tous ces Brésiliens qui ne votent pas, tout simplement? Il faut se souvenir quand même qu'il y a une très grosse masse de gens très pauvres, donc qui n'attendent rien du système politique et qui donc regardent ça d'assez loin. Ils sont trop occupés à assurer leur survie. Abstention, c'est plus ou moins possible, puisqu'en principe, vous le disiez, le vote est obligatoire, mais les sanctions... En fait, maintenant, il y a même à la dernière élection, il y a des gens qui disaient « j'aime mieux payer l'amende éventuelle pour ne pas avoir voté, ça me coûte moins cher que de prendre l'autobus pour aller à la ville pour voter. » Et par ailleurs, il reste aussi le vote blanc et le vote nul. Et donc, il y a bien il y a au moins 3 occasions de dire ce jeu ne m'intéresse pas ou je m'en désintéresse. Il y a une assez forte dépolitisation par ailleurs. Hervé Terry, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle donc, géographe, directeur de recherche au CNRS, pour parler de ce premier tour des élections municipales au Brésil qui aura lieu, je le rappelle, dimanche. Merci encore, très bonne journée.